Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 mars 2017. Le titre du jour est Des vendeurs aux abois. Je parle bien évidemment ici des indices. Les vendeurs sont aux abois pour quelle raison ? Eh bien parce que nous sommes sous une résistance sur le S&P 500 depuis 3 jours et que les vendeurs n'arrivent pas à prendre la main. Pour autant, les acheteurs non plus. Sur les indices européens, ce titre convient parfaitement, car même si le CAC et le DAX enregistrent des nouveaux records tous les jours ces 2 derniers jours, eh bien, on sent bien que le momentum haussier est un petit peu essoufflé. Les indicateurs sont un peu surachetés. Nous sommes sur la borne haute d'un biseau ascendant sur le CAC. Nous sommes sur la borne haute d'un canal sur le DAX. Va-t-on trouver assez de bonnes nouvelles ou est-ce que l'absence de mauvaises nouvelles suffira à ce que les acheteurs appuient encore une fois sur l'accélérateur, cassent ses résistances et accélèrent par le haut ? Ou est-ce qu'enfin, après quelques séances d'attentisme, et alors qu'ils sont aux abois, eh bien les vendeurs pourraient prendre la main. Il y a des divergences, il y a des obliques, il y a des résistances, il y a un manque de dynamisme. D'un autre côté, c'est aussi, il faut le reconnaître, une des caractéristiques d'un marché haussier. C'est un marché lent, c'est un marché non stressé, c'est un marché où à chaque fois qu'on a un repli, les acheteurs se présentent et donc se placent et font repartir les cours à la hausse. Donc voilà, en l'absence de mauvaises nouvelles, en l'absence de mauvais chiffres, en l'absence de déception par rapport à Donald Trump ou autres, eh bien les indices lévitent sur leur plus haut annuel et pour l'instant ne nous donnent pas de signaux clairs. Donc on va faire un point sur ces marchés. On a des indices qui sont toujours soutenus par la hausse du pétrole qui s'approche des $50. Sur les monnaies, on notera le dollar index qui échoue sous les 100 points et qui permet un beau rebond à court terme sur l'euro, la livre, la UD, etc. Bienvenue à tous en tous les cas pour cette émission. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route et c'est parti. Et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les produits CFD à risque limité. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra ensemble les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors en termes de mouvement intraday, ce n'est pas très différent d'hier, vous allez le voir. Le S&P 500 est à la croisée des chemins sous sa résistance à 2360 points, même constat qu'hier. Le CAC latéralise à proximité de ses records annuels, même chose qu'hier. L'or consolide à $1247, l'appétit pour le risque pesant sur le métal jaune. Donc hier on était à 1250, en gros voilà, il y a des prises de bénéfices sur l'or qui a quand même gagné $60 et qui est passé de 1200 à 1260 assez rapidement. Le pétrole, grâce au stock publié hier, continue d'être soutenu. Il retrouve les $49,5. Je vous rappelle que le pétrole, donc grâce à la hausse d'hier et à la cassure des $48, est passé de baissier à neutre. Il est donc neutre entre 46,5 et 50,5 parce que les acheteurs ont pris la main, donc on pourrait remonter vers les $50, 50,50 et ensuite on verra si réellement les acheteurs prennent la main ou si au contraire une stabilisation en range se forme. Les cours du sucre perdent encore 1,7% à 16,17 cents, nouveau plus bas annuel ce jour. C'est 16,7, pas 16,17, excusez-moi. Donc voilà, les cours du sucre qui sont dans une belle tendance baissière, cadrée par un canal baissier, et ce jusque nouvel ordre. Enfin, on notera que la fève de cacao est revenue gentiment prendre appui sur d'anciennes résistances devenues support. Les acheteurs se sont présentés et alors qu'on a touché $2040 dans les premiers échanges, on est déjà à $2100, 3% au-dessus. Les acheteurs sont donc toujours bel et bien présents. Enfin, sur les monnaies, on notera que l'AUD-NZD s'installe au-dessus des 1,09. Le support à 1,0780-1,08 touché il y a 3 jours a parfaitement fonctionné.
Qui tout double donc pour le dollar index sur les 100 points, seuil psychologique. En effet, le dollar a rebondi ces 3 derniers jours et se trouve sous résistance. C'est un petit peu le même constat sur le S&P 500. Est-ce que ces rebonds techniques vont se transformer en reprise haussière ou est-ce que les vendeurs vont reprendre la main sous ces résistances? Nous le verrons dans les heures à venir. Enfin, on notera que la livre est la monnaie la plus forte ce jour contre l'euro, le NOK, l'AUD, enfin contre beaucoup de monnaies, et ce, malgré un Brexit effectif. Donc ces derniers jours, je disais, voilà, le Brexit va s'enclencher, tout le monde nous avait dit que ce serait une catastrophe, etc. En attendant, le FTSE caracole sur de nouveaux records historiques, bien évidemment grâce à la baisse de sa monnaie en partie. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'était pas la fin du monde ce Brexit, et maintenant qu'il est effectif, eh bien ça ne change pas grand-chose. J'ai beaucoup de gens qui me disaient « Attends, tu vas voir, c'est pas encore fait, le Brexit, une fois qu'il va être lancé, ça va avoir un impact. » Ça aura bien évidemment un impact, mais ce sera un impact long et progressif sur le long terme, et ça, la bourse n'en a cure. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx, on notera une forte disparité sectorielle, on notera aussi une faible volatilité, plus forte hausse 1,16, plus forte baisse 4%, mais à part ça, c'est Deutsche Bank avec 1,8% qui baisse, qui consolide après sa hausse récente. BNP Paribas est aussi dans les baisses, donc on voit qu'aujourd'hui, il y a des prises de bénéfices sur le secteur bancaire, notamment sous des résistances de moyen terme d'importance. Côté statistique, on notera que le PIB US a été révisé en hausse de 2 à 2,1 contre des attentes à 2%. Et le chiffre du jour, c'est 22, c'est le pourcentage de baisse du titre américain Lululemon Athletica au Nasdaq, le plus important gap baissier de l'histoire pour cette valeur. D'ailleurs, on fait un point sur les entreprises US. ConocoPhillips va céder des actifs dans les sables bitumineux et le gaz naturel au Canada, au groupe local Cenovus Energy pour 17 milliards de dollars canadiens. Lululemon, dont je vous parlais il y a quelques instants, a fait état de résultats trimestriels inférieurs aux attentes et a déclaré que ses ventes de magasins constants devraient baisser sur le trimestre. Le titre chutait de 18% avant bourse, puis de 22% à l'ouverture. Enfin, Bank of America a ramené de 10 à 6 le nombre de ses divisions nationales aux États-Unis et a opéré une réorganisation de ses équipes dirigeantes. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500 hier, on notera une pharma dans les plus fortes hausses, Vertex. C'est une société spécialisée dans la recherche moléculaire contre le cancer. La société en fait a déclaré avoir avancé sur 2 médicaments en phase 3 avant commercialisation, donc ce qui a boosté le titre de 20%. On notera Chesapeake Energy qui gagnait près de 8% hier soir grâce au rebond du pétrole. Et puis dans les baisses, on a Milan, une pharma qui retrace sa hausse récente à $40. Et puis F5 Networks qui a gapé à la baisse hier, posé sur un support et a bien réagi quand même à $141. C'est une situation graphique neutre et un support touché. Donc on verra aujourd'hui si ce support tient ou si il casse. Côté figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, c'est un canal baissier sur les cours du cuivre, un canal noté 4 sur 5 qui permettait de cadrer la tendance baissière. On en est sorti avant-hier, on s'est posé sur la borne haute, aujourd'hui encore. Donc vous voyez, tant qu'on est au-dessus de la borne haute de ce canal, on pourrait potentiellement accélérer si on casse les plus hauts ici de la mi-mars. Attention néanmoins, si on réintégrait ce canal baissier en cassant les plus bas des dernières séances, ça pourrait faire mal. Ensuite, on va passer donc au graphique et voici le S&P 500. Donc le S&P 500 est haussier à long terme, il est haussier à moyen terme et désormais il est à la croisée des chemins en données journalières. Le S&P 500, en cassant son support des 2360 points la semaine dernière, est passé de neutre à baissier à court terme. Puis il a été chercher une oblique de soutien qui passe par tous les plus bas depuis 3 mois. Donc vous voyez ici. Et puis les acheteurs se sont présentés. Donc depuis lundi, la petite frayeur du lundi, ça fait 4 séances d'affilée qu'on remonte et on revient au contact de cette zone de support qui est désormais une zone de résistance théorique. On a une oblique qui passe par les plus hauts qui n'est pas très loin des cours actuels. Et donc voilà, on est réellement à la croisée des chemins. On est sur la MM 20 jours. Et donc, est-ce que on va casser cette résistance, la MM 20, et ainsi aller chercher de nouveau la bande de Bollinger supérieure et les plus hauts annuels et historiques? Ou est-ce qu'au contraire, on avance petit à petit sur cette zone de résistance et puis finalement on va se retourner à la baisse
pour faire suite à cette baisse du momentum. Ici, on a donc ici eu un échec à dépasser les plus hauts, puis on a eu ensuite un signal baissier. Donc on voit bien que depuis un mois, il y a moins de puissance acheteuse que par le passé. Après, c'est bien légitime, on a gagné 15% en l'espace de 4 mois, donc les prix, les opérateurs ont le droit quand même de prendre des bénéfices, de reprendre leur souffle. Me concernant, je n'ai absolument pas changé d'avis. Je vous ai fait une analyse graphique la semaine dernière suite à cette cassure. Ensuite, le jeudi, quand on a fait un rebond sur les 2360, je vous ai dit que c'était potentiellement un pullback avant plus de baisse. Lundi, quand on a touché cette oblique, je vous ai dit, bah voilà, on a touché un support, on pourrait remonter un petit peu et on verra par la suite si on casse les 2360 ou pas. Nous voilà maintenant au 2360, c'est pas maintenant que je vais changer d'avis. Mon avis est toujours que les indices américains perdent en vitesse, qu'ils pourraient consolider potentiellement un peu plus profondément ou un peu plus longuement à l'horizontale. Et c'est un avis qui vient se corroborer avec l'analyse des indices européens. Alors les indices européens, on est complètement d'accord, ils sont forts, ils sont surperformants par rapport aux indices américains. Vous voyez ici le DAX, et quand on trace un canal qui permet d'englober les cours depuis à peu près 2 mois, on voit que les cours passent de la borne basse à la borne haute du canal assez fréquemment. Nous sommes à proximité de la borne haute. Théoriquement, si comme les 4 dernières fois, les vendeurs sortent du bois ici, on pourrait avoir une consolidation et revenir vers le support des 12 000 points. On peut aussi sortir par le haut du canal et aller chercher les 12 400, 500 points, soit les plus hauts historiques du DAX. Pour ce faire, il faudrait que les US cassent clairement les résistances indiquées et accélèrent un bon coup. C'est en tous les cas un scénario qu'il faut redouter. Être vendeur sur le haut d'un canal reste une position offensive, pour rappel. Dans un canal haussier, théoriquement, les opérateurs profitent de la borne basse pour se placer dans le sens de la tendance principale. Quand on vend le haut d'un canal, c'est qu'on est quand même un trader agressif, donc il faut en avoir conscience. Un trader plus prudent attendra lui que les cours échouent sous le haut du canal et refluent. Car comme vous le voyez sur le CAC, c'est pas parce qu'on est sur le haut d'un canal qu'on continue pas de grimper. Et tous les jours, le CAC 40 continue de grignoter petit à petit à la hausse. Et plus le temps passe, plus l'oblique avance, et plus elle avance, plus elle monte, puisque c'est une oblique haussière. Donc le CAC 40 est bel et bien dans un biseau ascendant. Le jour où il échouera, s'il échoue sur la borne haute, ce serait un premier signal baissier. Le jour où il casserait ce biseau, s'il doit le casser par le bas à un moment, ce serait un signal baissier validé. Pour l'instant, on a une tendance haussière forte des acheteurs qui gardent la main des nouveaux records annuels. Et on n'est pas encore sur l'oblique. Et pour l'instant, il n'y a aucune réaction vendeuse. C'est la raison du titre du jour. On est bel et bien dans des zones de vente hypothétiques sur le CAC, le DAX et le S&P 500, mais force est de constater que pour l'instant, les acheteurs ne lâchent rien. Côté matières premières, parce qu'il y a de l'appétit pour le risque, eh bien l'argent et l'or se stabilisent. Vous voyez tout de même que l'argent reste très soutenu ces 3 dernières séances quand on voit les mèches basse qu'il y a sous les cours. Sur l'or, c'est la même chose, hein. On a échoué sous les 1260 en début de semaine et on consolide gentiment. Vous voyez bien que l'or tient particulièrement bien, et ce alors que le S&P 500 monte. Donc ça veut dire que si le S&P 500 continue de grimper, l'or ne va pas forcément beaucoup baisser. Ça veut aussi dire qu'à tout moment, si le S&P 500 rechute, l'or pourrait tenter de casser les 1260 et d'accélérer. Mais pour l'instant, c'est stable. Alors j'ai Manu qui me dit, le CAC vient de monter 4 séances d'affilée, est-ce qu'on peut pas avoir un retracement ? Manu, ça peut être 4, ça peut être 6, ça peut être 8. C'est pas parce que vous avez 4, 5, 6, 7, 8 séances d'affilée en hausse que la 9e va baisser. Vous avez des séries haussières qui s'appellent les os de Sataka, et vous pouvez avoir comme ça 9, 10, 12, 14 hausses consécutives. Donc ce n'est pas une raison suffisante pour espérer une baisse. Et puis au contraire, quand tout le monde est baissier et tout le monde est vendeur, eh bien c'est là où le marché a tendance à tenir et à continuer à monter petit à petit en grignotant les vendeurs. Donc les vendeurs, ils ont des zones à surveiller, des hauts de canaux, des hauts de biseaux, des résistances horizontales. Si ces résistances-là tiennent et qu'ils souhaitent se placer, eh bien pourquoi pas. Après, si on dépasse ces zones-là, il ne faut pas s'en étonner, la tendance primaire étant haussière.
Concernant le blé, on végète sur le support des 410 cents. Vous voyez bien que c'est un pivot d'importance. Donc le blé est revenu sur sa résistance d'octobre-novembre. Va-t-il réussir à prendre appui ici et à décaler à la hausse? Il faudrait pour ce faire casser les plus hauts des dernières séances. Pour l'instant, c'est un petit range. Et donc, dans ces situations-là, où on a d'une part une tendance haussière de moyen terme qui tente de prendre naissance et d'autre part une tendance baissière de court terme, on attend tout simplement la sortie de la zone actuelle. Un bel exemple d'une configuration qui ressemble à ça, c'est par exemple le riz. Le riz était posé sur un support de moyen terme ici. J'ai tracé un range. J'avais d'une part un support qui tenait bien et d'autre part des résistances qui bloquaient. Et on a fini par en sortir par le haut. Et on verra dans les séances à venir de nouveau dans quel sens on sort du petit range actuel. Concernant le pétrole, donc on a assisté à un rebond technique qui s'est mis en place en début de semaine. Le rebond a accéléré au-dessus des 48 $ hier suite au stock publié inférieur aux attentes. Je vous rappelle qu'à moyen terme, on a une oblique de tendance haussière donc, qui a fait son job et qui a relancé la hausse. Je vous rappelle néanmoins que les cours étaient baissiers et qu'ils deviennent neutres et qu'ils ne sont toujours pas haussiers. Voilà. N'oublions pas qu'il y a une forte zone de résistance ici entre les 50 et les 50,50 $. Donc remonter vers cette zone de prix, pourquoi pas. Après la dépasser et aller plus haut, ce ne sera pas forcément évident. On pourrait très bien assister aussi à une période de latéralisation. Et la plus belle des plus belles, c'est la fève de cacao. Alors je sais, hein, je fais un peu une fixette. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. C'est l'exemple même du type de configuration que j'espère vous voir chercher à l'avenir. Voilà. Comme vous le savez, c'est une de mes dernières émissions. Je terminerai donc ma mission chez CMC Markets vendredi. C'est chez CMC Markets que j'ai découvert toutes les matières premières agricoles sur des graphiques de long terme. Cet exemple de la fève de cacao, vous voyez, on a eu une fève de cacao qui pendant 2 ans était dans un range dans lequel elle est violemment sortie à la baisse et ça lui a fait perdre 45% en l'espace de 15 mois. Puis quand la fève de cacao est arrivée sur ses plus bas de 2011, j'ai commencé à la surveiller, j'ai vu qu'on cassait et qu'on accélérait, j'ai attendu ensuite donc en données hebdomadaires puis en données journalières qu'il se passe quelque chose. On avait noté ensemble ici un beau rebond sur 1870, mais ça avait échoué sous MM20, puis on avait fait un double bottom, on avait tenté de redémarrer, puis on a fait un triple bottom. Et ceux qui ont été patients, ceux qui n'ont pas lâché, ceux qui ont continué à croire à ce scénario, eh bien, soit ils étaient à l'achat sur les plus bas, soit ils ont pu rentrer sur cassure de cette moyenne mobile de court terme, soit ensuite on a vu que les cours étaient arrivés ici sur 2030 et qu'ils pouvaient consolider, ils l'ont fait gentiment, ils ont pris appui sur les 2000, puis on a cassé les plus hauts annuels, de nouveau c'était un signal haussier, on s'est stabilisé dans un petit range, parce que les acheteurs s'épuisent un petit peu à court terme, on est sorti de ce range par le bas hier, et vous voyez aujourd'hui, on a baissé en début de séance, très rapidement, on a pris appui en fait sur les plus hauts précédents. Donc c'est toujours le système des supports et résistances. Hein. Une résistance cassée devient support. Donc on a cassé la résistance, on a accéléré, on est revenu sur le support. Tant que les cours de la fève de cacao sont au-dessus de ce seuil-là, les acheteurs ont la main. Et si on retourne théoriquement vers les plus hauts, si ça passe, ensuite on utilise des outils techniques comme l'effet de balançoire. Ici on avait 123 de hausse, et bien on reporte à la hausse et on va chercher 123 de nouveau. Et c'est ainsi qu'on définit des objectifs. Voilà, donc j'espère que la façon de surveiller, de détecter, de cadrer, puis d'éventualiser un scénario, j'espère que vous aurez bien retenu tout cela. Enfin, concernant les devises, donc l'AUD, NZD, à moyen terme, c'est haussier tant qu'on est au-dessus des 1,08, ça j'en ai assez parlé, vous l'aurez compris. Ensuite, ce jour, on voit que l'AUD est neutre, que la livre se reprend très fortement, on voit que l'euro est en petite baisse, donc on a des disparités sur les monnaies qui sont assez fortes. Vous voyez qu'il y a bien une paire qui monte contre toutes les autres, c'est la livre. Donc la livre à moyen terme qui n'a peut-être pas dit son dernier mot. On voit bien un triangle de moyen terme se former sur la livre. Vous avez un support majeur ici dans la zone des 1,20 et vous avez une oblique ici qui passe par tous les plus hauts.
Le dépassement des 1,26 serait un signal fort. Au-dessus des 1,27, 1,2750, un gros potentiel haussier pourrait s'ouvrir sur la livre. Bien sûr, pour ça, il faudrait que le dollar baisse. Voilà. Par contre, si vous voyez le dollar qui casse les 100 points sur le dollar index, eh bien la livre pourrait continuer d'évoluer dans ce triangle encore pendant plusieurs semaines. Le dollar index, le voici. Le dollar index, tout comme le S&P 500, a fait son poids bas lundi, remonte gentiment depuis 3 séances. Et il est à la croisée des chemins. Les 100 points sur le dollar index, seuil psychologique d'importance. Si on passe cette zone et qu'on accélère et qu'on retourne vers les plus hauts annuels, eh bien que voulez-vous que je vous dise, on assistera à des reprises baissières sur l'euro, la livre, la UD, et puis ça pèsera également sur pétrole, or, argent, etc. Si on échoue sous les 100 points sur le dollar index, qu'on repart à la baisse demain en fin de semaine, on pourrait voir de beaux rebonds se mettre en place comme celui de la livre aujourd'hui. Voilà, donc vous l'aurez compris, on est sur des zones de résistance, mais il n'est pas dit que ces zones de résistance ne cèdent pas puisqu'on est dans des marchés haussiers, donc il faut quand même être prudent. Et puis si et seulement si on constate des échecs des acheteurs sur ces zones de résistance, que ce soit sur le CAC ou le DAX sous les hauts de canaux ou hauts de biseau indiqués, eh bien il sera peut-être le temps pour certains acheteurs de prendre des bénéfices et pour certains vendeurs de rentrer. En attendant, et jusque nouvel ordre, les acheteurs ont égard de la main. Voilà, sur ce sera tout pour moi. Je suis très content, je vous remercie en tous les cas pour tous vos messages sur Twitter, par email, etc. Pascal me demande où je vais, je ne vais nulle part pour l'instant, je vais à Malte en vacances et ensuite, eh bien, je reprendrai mes activités et je vous tiendrai au courant de mes projets, chaque chose en son temps. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi, une bonne soirée et je vous retrouve demain matin 10h pour ma dernière matinale. Au revoir à tous.